C'est ça le deuxième plus grand film Scooby-Doo d'après les fans? Pas impressionné. Scooby-Doo et le fantôme de la sorcière. Scooby-Doo et le fantôme de la sorcière. Un deuxième film de retour un petit peu de l'équipe. Et on sentait que ça essayait de suivre un peu la même veine que le premier film qui a relancé la sauce, mais avec moins d'attention aux détails, moins de traits sur l'ambiance. Si je devais vraiment résumer mon avis, c'est que ça se sentait que ça voulait faire quelque chose de similaire au film précédent, mais en étant moins soucieux de l'ambiance horrifique, prenante qui puisse vous marquer. Parce que c'est clairement pas ce qui se ressent. Et globalement, ça se suit, c'est tout à fait correct, mais sans plus, pour moi. Mais bon, on en parle tout de suite. Ça commence sur, comme le film précédent, une intro où il y a un mystère qui se résout dans un musée préhistorique. On voit des tonnes d'ossements de dinosaures. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Ça n'a absolument aucun rapport avec quoi que ce soit. Mais voilà, on commence sur ça. Le musée préhistorique, il y a le gardien qui passe, il y a nos personnages qui se fondent dans le décor, avec en particulier Sammy dans le rôle de Captain Caverne, mais très vite, il y a des soi-disant momies qui sortent de tombeaux entreposés, qui se mettent à attaquer Sammy et Scooby pendant une longue période, tandis que Vera, Daphné et Fred restent sur place à rien foutre. C'est eux qui font les trois quarts du boulot, ils se barrent, tandis que les trois autres, ils restent là. Il dit, ah, il se passe un truc bizarre, il passe devant nous, c'est étrange, il faut rien de plus. Je trouve un petit peu naze, mais bon, hein. Bref. Ils fuient et ils finissent par être un petit peu mis HS, les deux monstres, par un mec qui passe par là avec un croche-pied. Il y a un type qui est juste derrière un rideau qui fait un croche-pied pour les mettre hors d'état de nuire et ces deux types finissent par être assommés. Évidemment, ce sont des mecs dans des costumes, le mystère se résout qu'on n'a pas suivi et c'est surtout le mec qui est intervenu qui se présentera et qui lancera un petit peu l'histoire. Il s'agit de Ben Ravencroft, un célèbre auteur de romans d'horreur dont Vera est ultra fan, hein, donc elle va faire sa fangirl durant une bonne partie de l'épisode, du film. Et alors que le courant passe plutôt bien, il leur propose, vu que ça se passe bien, de les inviter chez lui, dans sa petite ville tranquille, où il pourrait un petit peu leur raconter sa vie, lui montrer sa collection de livres, etc., etc., vu que... Ils se sont parlé à 30 secondes, ça suffit. Puis, vu que Vera est une super fan, ça suffisait amplement. Et étant donné que le mystère qu'on a mis en place, ce sera lié à ça, je m'y pencherai un petit peu plus tard. Tu sens qu'on a un petit peu forcé la mise en scène et excessif pour amener à cette introduction-là. N'empêche que voilà, ça commence avec ça, nos héros qui suivent ce mec alors que Vera fait sa fangirl, jusqu'à la petite ville qui est beaucoup plus en effervescence que ce à quoi il s'attendait, puisque il y a toute une légende de sorcière qui a vu le jour. Quoi. Il y a une sorcière, le fantôme de l'aïeul de Ben qui s'est fait voir et donc cette légende a attiré du monde et il table à fond là-dessus avec des tonnes de produits dérivés, t-shirts à vendre, etc., etc. Tu sens tout de suite qu'il y a un truc qui cloche par rapport à ça, mais ça paraît tellement évident que tu penses pas tout de suite, mais on va jouer relativement intelligemment là-dessus. N'empêche que voilà, le maire est content, ça attire des touristes, et alors qu'il comptait découvrir une ville assez calme, au bout du compte c'est un petit peu énergique, il y a du monde. Enfin au début, très vite on va pas du tout jouer sur ce monde-là, et il y aura plus beaucoup de gens avec qui interagir. On jouera surtout sur cette foule au tout début, et lorsqu'on mettra en place les résolutions, parce qu'il y a plusieurs résolutions, on y viendra, il y a personne à part les personnages un petit peu centraux à l'intrigue de présent. Et je trouve ça dommage de ne pas jouer sur cette configuration-là, et on sent que c'est parce que manque de budget. Si vous aviez eu encore moins de budget que pour le film précédent, donc vous ne pouviez pas vous permettre de trop jouer sur trop de monde, surtout dans les moments où ça bouge, où c'est énergique, donc vous ne pouviez pas.
Ce qui fait que c'est un petit peu... N'empêche que, ouais, pour l'instant, c'est la découverte. Ils ont reconstitué un espèce de village typique du XVIIe siècle pour faire comme si on était à l'époque en vrai. Il y a Ben qui dit que c'est une insulte envers son aïeul parce que son ancêtre était quand même quelqu'un de très juste et sage. C'était une Wicca guérisseuse qui utilisait les plantes pour soigner les gens avec des méthodes un petit peu nouvelles. Et c'est à cause de ça qu'on la considère comme une sorcière. On fait un petit cours sur la considération des sorcières de Salem, comment des pauvres femmes innocentes ont été maltraitées par les courants de pensée de l'époque. Et c'est très rapidement montré, histoire de dire, ah vous savez, ça s'est passé comme ça. Et on jouera très peu là-dessus, en fait, j'ai envie de dire que vu la révélation qu'il y aura, ça essaye même pas de totalement condamner la chose, c'est un peu bizarre, quoi. C'est genre, oui, ça s'est passé, on a injustement condamné des pauvres femmes parce qu'on les a prises pour des sorcières, parce qu'on comprenait pas, et voilà, ça fait bizarre en fait, ça fait un petit peu bizarre, je trouve, la façon dont c'est montré dans un sens. Mais voilà, c'est la découverte, hein. Ben, bien entendu, n'est pas content qu'on consolide la mémoire de son aïeul, et il y aura de l'autre côté Scooby et Sammy qui feront un petit peu les 400 coups parce qu'il faut la phase où on bouffe d'énormément de trucs. C'est un peu le truc obligatoire qu'on se tape dans toutes les œuvres Scooby-Doo que je me suis vu, malheureusement. Et je pense que si jamais un jour on tombe sur un film, un seul putain de film Scooby-Doo, où il n'y a pas la scène où ils bouffent comme des goinfres à un moment donné, ce sera la perle rare. Si ça se trouve, ça n'existe pas du tout. Mais bon, on verra, on verra. Il n'empêche qu'en dépit du gag prévisible, pas particulièrement drôle qu'on nous fourre, il y a quand même un détail, un élément que j'ai trouvé un petit peu drôle lorsque il parle au cuisinier et qu'il propose à Scooby-Doo des os, et il y a Sammy qui dit non, Scooby ne mange pas des os, c'est pas son truc. C'est assez drôle ce petit détail-là. En dehors de ça aussi, c'était naze. C'est toujours la partie un peu emmerdante que je suis obligé de me taper à chaque fois dans un film Scooby-Doo. Hein. Je sais, hein, je fais avec, hein, c'est pas grave, je vais pas non plus me pesantir 50 ans là-dessus. Voilà, parallèlement, il racontera un petit peu l'histoire de son aïeul, etc. Ben, et on commencera à se poser des questions sur c'est quoi cette sorcière, cette fantôme de cette sorcière qui apparaît, qui ne devrait pas être le fantôme de l'ancêtre de Ben, vu qu'il la présente pas du tout sur ce jour-là. Et donc on essaye d'enquêter un petit peu, de se rendre à l'endroit où elle est censée apparaître, mais elle n'apparaît pas à cet endroit-là, pour une raison bizarre, j'y reviendrai, mais ce fantôme apparaîtra plutôt juste devant Sammy et Scooby après avoir bouffé, et avoir le bidon super gros qui finira par partir au bout d'une demi-minute, un truc comme ça, il digère très vite, j'adorerais avoir la physiologie de ces gens-là, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir bouffer tout ce que je veux, et puis... Ça part direct très vite en une minute après. Mes bourrelets et mes grosses fesses en resteront un témoignage flagrant. Enfin bref, ils sont attaqués par cette sorcière qui donc déjà fait un petit peu faux dans son apparition. Très vite on se rend compte qu'il y a une manigance derrière ça, et je me dis pourquoi eux en fait. Pourquoi vous êtes attaqués à eux? Pourquoi tu t'es montré à eux? Pourquoi je parle avec vous? Excusez-moi, je spoil la résolution qui va vraiment se faire très vite, je vous le cache pas. Pourquoi la sorcière s'attaquait à eux et pas à un public plus large? Si le but c'est quand même d'attirer les gens. Je sais pas. Enfin bon, elle dit, ah, on a souillé ma mémoire, je suis là pour me manger, tout ça, il fuit, ça attise la curiosité, et on commence à inquiéter un petit peu avec, pour l'instant, pas des masses de coupables mis en place. Hein, alors, le coupable numéro 1 qui se met en place, c'est le maire de la ville, et à qui profite totalement à cette apparition parce qu'il y a plus de tourisme. Évidemment, il y a Ben, qui est toujours le tout gentil, tout ça, et on ne voit pas être méchant sur le coup, et je parlerai aussi de ce détail-là. Et il y a aussi la raison pour laquelle je pense les gens ont tendance à adorer ce film, parce que je vois pas d'autre raison à ça, les X-Girls. Les X-Girls, qui sont donc un groupe de rock gothique écolo. Ils s'appellent Eco-Goths, c'est ça leur truc. Nous sommes des Eco-Goths. Et stylistiquement, j'avoue qu'elles ont la classe. Leur chanson est plutôt cool, là aussi. I'm gonna cast a spell on you. You're gonna do what I want you to.
C'est pas aussi marquant que les chansons rock du premier film, mais ça passe bien, j'avoue. Voilà, au-delà de leur présence, je vois pas non plus ce qu'il y a de si extraordinaire autour des personnages, quoi. C'est un concept qui pourrait être cool si on l'employait plus et si on le développait un petit peu plus, mais voilà, c'est juste la présence cool. C'est chiant que dans Ralph 2.0 en fait, à peu de choses près. J'ai un look cool, une bonne présence, et puis voilà. Mais ça suffit, hein, ça suffit à en faire des personnages de soutien. J'ai encore déjà mieux qu'une bonne partie des autres personnages, mais si c'est censé être l'élément, l'argument principal pour me faire dire oh, ce film est tellement génial, ouais, c'est un petit peu faiblard. C'est un petit peu faiblard. Enfin bon, voilà, tu présentes ces filles, tu vois qu'elles ont un côté un petit peu dark, mais très vite tu sens que c'est une sorte de jeu qu'elles font entre elles, quoi. C'est un peu du roleplay, ce côté éco-goth. Je sais pas à quel degré elles sont écolo, parce qu'on n'appuie pas une seule seconde le côté écolo des personnages. Vraiment, à quel moment je suis censé voir qu'elles sont écolo. Le côté gothique, évidemment, ça on le voit bien. Surtout qu'elles sont un petit peu mystérieuses, il y a quelque chose qui cloche un petit peu, puisque dit ah, je vais préparer un rituel, les filles, vous voulez venir avec moi dit la chef du groupe qui s'appelle Thorne, et elle dit non, pas ce soir, donc je vais faire le rituel toute seule, et donc il y a Fred et Daphné qui la suivent et qui se disent qu'est-ce que c'est bizarre ça, tandis que d'un côté, il va y avoir d'autres enquêtes qui se feront avec Vera et Ben qui fouilleront un entrepôt où le maire s'est rendu, tandis que Scooby et Sammy le suivront un petit peu. Ils essaieront de faire un peu de filature et tomberont une fois de plus dans leur petite routine comique où ils ont cette espèce de pouvoir magique, parce que pour moi c'est ça, c'est un pouvoir magique de faire apparaître des vêtements comme ils souhaitent à n'importe quel moment. Lorsqu'ils essayent de se cacher, qu'ils arrivent à faire apparaître des vêtements qui les font passer pour un couple d'amoureux. Où ils les ont trouvés, je sais pas, ils les ont sortis de leur cul. Hein. Ou alors il y a des poches super grandes, Samy, et à chaque occasion, magicien. Je ne sais pas, pour ma part c'est de la capacité magique. Hein. On verra la même chose plus tard dans le film, pour un gag au passage. Mais ouais. Et honnêtement, ils s'en tirent un petit peu mieux que Fred et Daphné, parce que honnêtement, les gars, vous n'êtes pas du tout discrets. Elle aurait dû facilement vous voir là, mais bon, c'est un détail, c'est un détail. Voilà, donc après ça, ils se regroupent, ils font un petit peu le topo, et Vera a un petit peu compris la chose. Hein, et elle essaye un petit peu de poser un piège à l'attention du vrai coupable de l'histoire, et ce coupable, c'est un petit peu tout le monde, c'est un petit peu les gérants du village. Hein, donc on attire un petit peu les acteurs, il y a le fantôme qui apparaît, et paf, on le piège d'une façon un petit peu gag, cartoon, mais bon, c'est typique de Scooby-Doo, pour dévoiler que c'est le pharmacien qui est le père de Thorne, une des filles des X-Girls, ce qui n'amène absolument à que dalle, mais c'est bien de l'appuyer. Ça explique pourquoi elles jouent ici, seulement on montre quand même qu'elles ont un certain succès et qu'elles jouent ailleurs. Donc, ouais, c'est pas non plus comme si on appuie, qu'ils avaient un lien super fort avec l'endroit, mais ok. C'est le genre de truc, tu poses la question, quel est le lien, quel est l'intérêt de faire ça, je ne sais pas. Bref, ce mec, en fait, il a travaillé de concert avec d'autres personnages, notamment le cuisinier qu'on a vu dans la fameuse scène où Sammy et Scooby s'empiffrent, et au bout du compte, c'est un petit peu tout le village qui s'organise pour créer cette légende afin d'attirer du monde, parce que le tourisme n'était pas glop. Alors que tout de même, vous êtes quand même la ville qui crèche les X-Girls, en tout cas une partie des X-Girls, et surtout, le grand écrivain à succès d'horreur, Ben Ravencroft. Apparemment, il n'est pas si à succès que ça, c'est juste un écrivain dont Vera est fan, mais les autres pas tant que ça en fait. Il n'a pas un succès énormissime. Parce que je veux dire, avec ce genre de truc, ça devrait suffire pour ameuter les gens. Un tout petit peu, mais bon, hein, une fois de plus, une fois que c'est dit, le mystère est un petit peu résolu, seulement voilà, ça fait que 40 minutes qu'on est dans ce film et il dure 1 heure et quelques. Donc il y a quelque chose qui va pas, il y a des trucs à rajouter. Et c'est là que vient la seconde partie, le second troisième acte, entre guillemets, avec le mystère de Sarah Ravencroft, la gueule de Ben, qui était une Wicca, d'après ses dires, qui aurait conservé pas mal de ses récits, des choses qu'elle a faites dans un livre qu'elle a gardé, seulement il est introuvable. Et il a eu du mal à le trouver, seulement grâce à un indice trouvé totalement au pif par Sammy,
durant le début de l'histoire, il y a Vera qui trouve pile poil la piste pour trouver l'endroit où est enterré le coffre de Sarah qui contient son bouquin. Donc histoire d'amener ça un peu trop facilement, un peu grossièrement, je suis désolé, c'est un petit peu grossier, de façon à amener la seconde grande révélation de ce film pour nous prendre par surprise, c'est que la magie existe. Et donc le bouquin qu'ils ont recherché, ou le conte, c'était pas un bouquin de Wicca, c'était un vrai bouquin de sorcière, parce que Sarah était une sorcière pure et dure, maléfique, tout ça, tout ça. Ce qui veut dire que dans un sens, la chasse aux sorcières de l'époque, elle était un petit peu justifiée lorsqu'on s'y penche. Et quand on essaye de réfléchir un petit peu à ça, tu dis ouais, si vous dites que les sorcières ont réellement existé et qu'elle a été mal vue pour ses talents, bah, quand on avait raison de mal la voir puisqu'elle était une sorcière maléfique qui voulait faire le mal, quoi. L'implication morale là-dedans est un peu bizarre. Tandis que ben voilà, il y a Ben qui révèle sa vraie nature, c'est un gros méchant qui voulait juste le bouquin pour le pouvoir et contrôler le monde et des trucs muches parce que... Yada yada. Et il a même manipulé nos héros depuis le début pour les approcher parce que le coup des méchants qui voulaient s'en prendre au musée pour faire ci, ça, et ben en fait c'est un gros coup monté. Il a payé ces gens-là pour faire cette mise en scène et amener nos héros vers ce mystère-là, de façon à ce qu'ils les approchent et que le courant passe bien entre eux. Alors que il aurait pu leur demander directement de le suivre. Je dirais, ah bonjour, je suis fan de vos aventures. Est-ce que vous pourriez me suivre? Est-ce que ça vous dirait de venir voir mes créations, ce que j'ai créé, tout ça, tout ça? Et je pense que ça serait revenu au même. Donc si c'était un petit peu du remplissage inutile, t'as dépensé ton pognon pour rien, mec. Tout ça en avant, un échange que j'aime beaucoup, qui revient un peu sur les poncifs un petit peu habituels de cette série. À cause d'une bande de sales gosses. Hé, on n'est pas des gosses! J'avoue, j'apprécie que vous pointiez ça, parce que règle générale, quand c'est sales gosses, oui, ça va quoi, ils ont l'air d'avoir une trentaine d'années maintenant, faut arrêter les conneries. Ah oui, c'est plus trop des gosses. Voilà, c'est bien de jouer sur ce petit truc habituel de la saga Scooby-Doo, tandis que voilà, bon, Ben, il a le livre du pouvoir, il peut s'attaquer à tout le monde, il est tout puissant. Et alors, en dépit de l'action un petit peu pâteau d'un ou trois moments, c'est plutôt cool. Voilà, on doit échapper à ce mec mégalomane qui veut tout contrôler, détruire, s'en prendre à ceux qui sont contre lui. Et au début, on pense à s'enfuir, mais il faut reprendre ce bouquin et l'empêcher de nuire. Avec une autre bonne réplique que j'aime beaucoup de Samy. On doit retourner chercher le livre. Le livre? On peut pas attendre qu'ils s'en fassent un film? Je le redis, de temps en temps, il sait être un petit peu acerbe dans ses commentaires, ce qui le rend un petit peu drôle quand il veut. C'est un côté que j'aime bien chez Samy, ce qui fait que je le préfère un petit peu à Scooby-Doo, malgré les grossièretés autour de ces deux-là. Donc, ouais, il y a ça qui se passe, ils se battent un petit peu, et c'est cool jusqu'à ce que ça finisse par retomber pas mal. Car malheureusement il se dit je veux invoquer l'âme de mon ancêtre qui a été enfermé dans ce bouquin. Enfin bon, c'est la convoque en tant que fantôme en fait. Et à partir de là ça devient vraiment la lutte du bien contre le mal. Et elle est complètement stéréotypée, mais totalement, genre, ah, je vois que ce monde n'a pas changé, toujours aussi pourri, je vais le détruire, blablabla. Elle transforme des trucs, elle pourrit des machins, ça va pas plus loin que ça, ses intentions sont assez nazes. Déjà que celle de départ de Ben n'était pas extraordinaire, mais je veux dire, ça passait encore, là, ça devient, je suis la grande méchante qui veut tout détruire. Et Ben se dit, attendez, c'est peut-être un petit peu trop grave, moi je veux contrôler le monde, pas le détruire, donc allez, je te renvoie, seulement ça va pas, non. Je ne peux être recélé que par quelqu'un au cœur pur et qui a du sang de Wicca. Ce qui est un détail que j'aurais dû pointer avant, excusez-moi, j'ai pas tout en tête. Thorne, la raison pour laquelle elle fait un espèce de rituel pour laquelle on l'a un petit peu surveillé, c'est que elle a un 16e de sang Wicca d'après ce qu'elle dit. C'est son arrière-grand-mère était Wicca ou un truc comme ça. Et donc elle a un petit peu envie de perpétuer cette tradition familiale. Et le truc que j'ai avec ça, c'est que t'es pas un 16e Wicca, soit t'es Wicca, soit tu l'es pas. C'est un choix Wicca.
C'est une croyance, Wicca, en fait. On n'est pas un 16e chrétien, c'est pas parce que mon arrière-grand-mère était chrétienne que je suis un 16e chrétien. Soit je crois en Dieu d'après la Bible et donc je suis chrétien totalement, soit je crois pas en Dieu d'après la Bible et je suis pas du tout chrétien, quoi. Oui, c'est le principe du Wicca. On essaye de jouer sur le côté qu'il faut qu'il y ait une espèce de lien de sens. C'est bizarre, ce truc. Et bon, grâce à ça, on a une bonne âme toute désignée pour renfermer la sorcière. Et ce n'est pas Ben, évidemment, qui se fait avoir. Et ouais, après, ça devient un peu ridicule. Ça joue même pas de façon intéressante sur l'horreur de la magie, contrairement au premier film, où ce coup-ci, ben... C'est juste... on transforme des trucs pour les rendre un tout petit peu plus méchants. Alors il y a des citrouilles méchantes, un dindon géant, un arbre avec une gueule un peu méchante, typique, on en a eu des tonnes, je veux dire... Ouais, il y avait une ambiance vraiment horrifique qui marchait bien, qui marche encore bien pour moi, un adulte, maintenant dans le premier film, mais dans celui-là, mais... C'est de l'horreur cartoon, hein, j'ai envie de dire, c'est de l'horreur cartoon, et c'est ça tout le conflit. Une méchante ultra lambda qui va détruire le monde parce que je suis méchante. Et il faut l'empêcher avec le sort de la gentille, il faut amener le bouquin, etc. Des tonnes de pitreries qui s'ensuivent. C'est même pas traité sérieusement. Le combat contre les femmes chats et ce qu'elles risquent de faire à nos héros, c'était traité ultra sérieusement dans les Hello Zombies. Là, non. J'ai du cartoon, hein. C'est tout ce que c'est du cartoon, et les enjeux se ressentent pas des masses. Je veux dire, c'est pas affreux ou quoi que ce soit, mais... Hein, ok. Bon, bref, après des tonnes de péripéties, ils finissent par amener le bouquin à Thorne des X-Girls, qui, à la dernière minute, évidemment, dit la formule pour la renvoyer chez elle dans son bouquin. Ben se la joue Yago, à la toute fin, puisqu'il est emporté dans le livre avec elle. Et tout le monde fait comme si c'était bien fait, puisque le livre finit par être détruit, brûlé juste après. Et donc, tout le monde voit ce mec être tué, direct, et se disent, ok. Aucune considération pour ça. Je veux dire, ouais, le mec était un connard, mais c'est un peu le truc qu'on voulait appuyer, quoi. Il n'était pas non plus du niveau, je veux détruire l'humanité juste pour le lol, quoi. Je veux un peu contrôler, je veux le pouvoir. Et donc, il avait quand même un tout petit peu plus de considération que la grande méchante que vous instaurez juste après lui. Si vous faites comme si c'était pas grave, tant pis pour lui, tant mieux, dans le sens. Il y a le maire qui se plaint un petit peu avec tout ça, maintenant que tout va bien, qu'ils n'ont plus rien pour attirer les gens, mais c'est là qu'ils se rendent compte qu'il y a un dindon géant qui a survécu, enfin le seul dindon géant qui est resté géant. Pourquoi ? Je veux dire, toutes les autres créations magiques au truc muche de la sorcière sont disparues, mais pas le dindon géant. Parce que... Et donc ça fera une attraction pour attirer les gens, ils sont contents, et ça se termine sur les X-Girls qui font un dernier numéro musical avec tout le monde pour fêter la fin, et tout va bien. Et ça allait, ça se suivait, mais tu ressens pas la grande ambition forte qu'avait le premier film, je le dis clairement. Je veux dire, les X-Girls, elles sont cool en termes de design, et leurs chansons passent bien, mais ça suffit pas à donner des enjeux, une ambition ultra forte à ce film, en comparaison au premier en particulier. Je pense qu'on aurait enlevé les X-Girls, qu'on aurait fait un autre groupe un peu différent, mais un peu moins marquant que ça, les gens n'auraient pas fait autant des caisses sur ce film, parce que je vois pas en quoi il est particulièrement bien rodé quand on le compare à ce qu'a fait Scooby-Doo sur les Hello Zombies. Pour moi, c'est quand même un cran assez notable en dessous. Mais c'est correct, hein, je vais pas passer un moment affreux ou quoi que ce soit. J'ai conscience qu'une bonne partie de ces films, ce sera juste de la petite distraction sympathique qui aura pas vraiment pour ambition d'aller ultra loin et qui aura de la mise en scène un peu facile. Je m'attends à des trucs qui vont se répéter, donc je vais pas non plus gueuler, ah mon dieu, c'est affreux, comment c'est aussi quelconque, entre guillemets. Non, c'est un truc auquel je m'attends, mais je m'attendais peut-être un petit peu plus d'un film qu'on m'a un peu survendu, peut-être. Dire, ah, c'est tellement génial, il est à peu près aussi bon que le premier, voire meilleur pour certains.
Et en quoi? J'aimerais vraiment savoir en quoi. Parce que c'est un peu une rescissée du premier, si on s'y penche un petit peu. C'est-à-dire, on croit que le mystère qu'on met en place peut se résoudre par une explication logique et rationnelle, mais au bout du compte, il y a un élément magique, surnaturel, qui joue à la fin, et c'est contre ça qu'on doit se battre. C'est le même principe. Et c'est mieux géré dans le premier film qu'ici, surtout dans la mise en scène visuelle et musicale. Donc, ouais. C'est un sous Scooby-Doo sur l'île aux zombies, ce film-là, à cet égard-là. Et j'ai passé un moment acceptable, hein, relativement agréable, mais est-ce que ça m'aura marqué? Pas énormément. Le design des X-Girls, mais en dehors de ça. Je comprends par leur design le peu de présence qu'elles avaient, qu'on les ait repris par la suite. On est joué sur ces personnages, notamment dans Mystère et Associé, mais indépendamment dans ce film, ça suffit clairement pas à hausser ça très haut. Correct, 11,5 sur 20 pour moi. 11,5 sur 20 typique, basique, j'ai envie de dire, du film correct, la petite distraction sympathique sans plus. J'espère qu'on n'aura pas que ça, mais dans un sens, si ça tombe pas plus bas que ça, ce sera pas mal non plus, quoi. On verra pour le suivant, à bientôt. Au revoir!